Pour le TD3, on considère 1 gramme, donc 10-3 kg d'eau enfermée dans un cylindre fermé, avec un piston de volume variable, puisqu'initialement il est à 0,1 m3 et on veut le comprimer de façon isotherme jusqu'à un rapport 10 fois plus faible. Et donc on demande en gros où est-ce qu'on est et de calculer donc la pression de vapeur et donc en gros où est-ce qu'on est sur le diagramme et les quantités de vapeur en présence et donc complémentairement d'eau liquide. Donc on reprend le diagramme PV, c'est vraiment la leçon du jour, avec la courbe de saturation, l'isotherme, alors on va commencer avec l'isotherme A, je l'ai mise un peu élevée, donc comme on nous change de température, ok, donc on va garder ça c'est TA, isotherme TA, et donc on a au départ un volume VA. VA qui vaut donc 0,1 m3 et on a une masse initiale qui est donc de 1 gramme. Donc la question c'est où sommes-nous sur ce diagramme? Est-ce qu'on est dans la partie vapeur sèche ou est-ce qu'on est au contraire avec un équilibre liquide-vapeur? Donc là, il faut regarder ce qu'on a. Donc on a si on a un volume donc de 0,1 m3, 0,1 m3 c'est alors 1 m3 c'est 1000 litres, hein, donc c'est 100 litres, hein, juste pour fixer les ordres de grandeur, et donc on a 1 gramme d'eau dans 100 litres. Bon, est-ce que c'est liquide, est-ce que c'est vapeur, est-ce que c'est liquide-vapeur? Là c'est la question. Alors est-ce que c'est liquide? Ça on sait que c'est pas liquide, puisque 100 litres, si c'était que du liquide, ce serait plutôt autour de 100 kg, d'accord? On a 1 kg par litre, donc là on est quand même très très loin. Donc c'est sûr, on n'est pas que liquide. Après on peut se demander si on est en équilibre, s'il y a quand même un petit peu de liquide, ou s'il y a uniquement de la vapeur. Voilà. On a vu avant que, en ordre de grandeur, que le gaz c'était à peu près 1 kg de gaz par mètre cube, d'accord? Donc là on a donc pour 100 litres on devrait à peu près avoir 0,1 kg, c'est-à-dire 100 grammes. Donc là on est quand même très très en deçà, donc on peut vraiment penser qu'on a affaire à uniquement de la vapeur. Bon bah on va faire cette hypothèse et on va vérifier que c'est cohérent, quoi. Alors si on n'a que de la vapeur sèche, si c'est de la vapeur sèche, à ce moment-là on sait que le volume total est égal au volume A et c'est égal au volume de la vapeur, justement, et donc on peut appliquer la loi des gaz parfaits. La loi des gaz parfaits va nous dire que PV égale nRT, autrement dit que P égale nRT sur M. Parce que là, la question du jour, si on sait qu'on n'a que de la vapeur sèche, la question c'est pas tant de savoir, on sait qu'on est là, on connaît, donc on sait que toute la masse est dans la vapeur. La question c'est donc quelle est la pression, puisque si on est justement en dessous de l'équilibre, c'est qu'on ne connaît pas la pression, et donc il va falloir faire cette application numérique là, donc sans se tromper, hein, avec toutes les bonnes unités qui vont bien. Donc pour la masse on prend 10-3, d'accord, kilo. Pour R, on prend 8,31. Pour la température, on nous a dit qu'on était à 300 Kelvin. Et pour le volume, on est à 0,1 mètre cube. Donc là, l'unité est correcte. Et donc finalement, la pression qu'on cherche, ça va être M fois R fois T sur V. Et donc, on trouve une pression de 24 bars, ce qui est très faible. Ah, j'ai oublié de diviser par la masse molaire. La masse molaire, donc 18 exposant moins 3. Donc, on travaille en unité SI, 1 kg par mol. Et donc, je l'ai oublié là-haut. Donc, entre parenthèses, fois M. Et donc là, j'ai une pression qui vaut 1385 pascal, ce qui est faible, mais bon, évidemment, on est dans les ordres de grandeur plus corrects que la valeur précédente. Donc on est autour de 1390
On va écrire ça avec 4 chiffres, allez, soyons fous, Pascal. Voilà. Donc, on est effectivement en dessous, il faut quand même vérifier ça, hein, c'est en fait ce qui permet de confirmer qu'on ne s'est pas trompé dans notre hypothèse. On est en dessous de la pression de vapeur saturante, puisqu'elle a été annoncée à 3700 pascal. D'accord? C'est-à-dire que là, on est à 3700 pascal à ce point-là. D'accord? 3700 pascal. Alors que nous, ici, on est bien en dessous, on est à 1390 environ pascal, et donc c'est cohérent. Si jamais on s'était trompé, on aurait trouvé une pression supérieure à la pression si notre hypothèse avait été fausse. Hein. Voilà. Bon, je vais vous le montrer tout de suite sur ce qui suit, hein, c'est que dans le cas du point B, on diminue le volume d'un facteur 10. D'accord? Donc là, la même question se pose. Est-ce que en diminuant le volume, donc on se déplace comme ça, est-ce qu'on s'arrête quelque part là et donc on reste sur de la vapeur sèche, ou est-ce qu'on est arrivé à l'équilibre liquide-vapeur? Alors si on reprend l'idée de calcul précédent, au point B, si on fait l'hypothèse que la vapeur est sèche, à ce moment-là, on refait le même calcul, sauf que cette fois-ci, on va avoir... mais c'est là que j'avais oublié le volume. Là. Voilà. Excusez-moi, là, il y a le volume qui manquait, je l'ai mis dans mon calcul numérique. Donc, on va avoir cette fois-ci le volume qui est 10 fois plus petit, et donc la pression qui est 10 fois plus grande. Donc, si on avait de la vapeur sèche, elle ne serait plus à 1385 pascal, avec un volume 10 fois plus petit, elle serait à une pression 10 fois plus grande, autrement dit, 13 900 pascal. Et 13 900 pascal, c'est supérieur aux 3700. Donc on ne peut pas être au-dessus de la vapeur saturante, sinon il y a une incohérence avec l'allure de l'isotherme, d'accord, qui est comme ceci, et qui diminue en pression quand on est en vapeur sèche, d'accord, au-delà donc du palier d'équilibre liquide-vapeur. Donc pour le point B, on est sûr qu'on est sur un équilibre liquide-vapeur, et donc là en revanche on connaît la pression, puisque justement on est sur l'équilibre, donc on sait que la pression c'est la pression de vapeur saturante. En revanche, ce qu'on ne connaît pas, c'est la répartition des masses. D'accord ? Dans la question précédente, enfin pour A, on avait compris que toute la masse était sous forme de vapeur, et donc on calcule la pression. Là, c'est l'inverse, on connaît la pression, mais on ne connaît pas justement la masse de vapeur. Ben, on fait le même calcul que dans l'exercice précédent. Hein. On suppose qu'en B, tout le volume occupé par le gaz est à peu près égal au volume total du piston, et donc on va avoir la masse qui est la masse de vapeur, hein, en B, qui est égale à donc la pression de vapeur saturante fois le volume fois la masse molaire sur RT. Et donc si on fait ce calcul, donc on reprend donc la pression de vapeur saturante, donc P égale 3700. On a le volume cette fois-ci qui vaut 0,01 puisqu'il est 10 fois plus faible, donc volume en B. On a la masse molaire, c'est toujours la même, R c'est toujours la même, température c'est toujours la même, donc on va avoir P fois V fois M sur R sur T, et donc on trouve 0, cette valeur-là, et donc si on la met en grammes, on est à 0,27 grammes à peu près, et ça, 0,27 grammes, c'est bien inférieur au 1 gramme initial, et donc on comprend qu'on a donc au point B, on a donc 1 gramme d'eau, mais sur ces 1 gramme, il y a 0,27 qui sont de la vapeur, et donc le complémentaire, 0,73 qui sont de l'eau liquide. D'accord, ce qui confirme l'équilibre liquide-vapeur. Pour la question 3, on part du point B et on les chauffe à volume constant. Donc on va changer d'isotherme. Hein. Donc cette fois-ci sur le diagramme, je vais devoir placer 2 isothermes hein, pour avoir un dessin un peu plus clair. Donc je reprends le schéma depuis le début. Hein. Donc toujours la courbe de saturation. On va mettre l'isotherme en A relativement basse. Hein. Donc ça c'est TA. Et là on va avoir donc
enfin TA qui était égal à TB au passage, puisque on avait le point A qui était là, le point B qui est quelque part ici, et donc là maintenant on échauffe, donc on va monter à volume constant, on travaille à volume constant, on échauffe jusqu'au point C ici, d'accord, et donc l'isotherme TC qui, d'après l'énoncé, est supérieur, je ne sais pas si on nous précise combien, c'est pas très important, et donc on nous demande de trouver la masse de liquide et de vapeur au point B et C. Bon, au point B, on l'a fait en fait à la question d'avant, je me suis un peu emporté, et donc au point C, maintenant, on veut savoir où est-ce qu'on en est. Alors, au point C, on nous informe que le volume massique de la vapeur d'eau pure est de 25 mètres cubes par kilogramme. D'accord. Donc on est parti. Donc là, on sait que ici, alors on va se placer en volume massique, et on sait que à ce point-là, le volume massique donc du c'est écrit là, le volume massique de la vapeur d'eau pure est de 25 mètres cubes par kilo. Donc là, je vais l'appeler ça VV égale 25 mètres cubes par kilogramme. D'accord. Le point C, on connaît aussi, puisqu'on sait qu'au point C, on a le volume qui valait 0,01 mètres cubes, et qu'on avait tout ça sur 1 gramme, donc sur 10-3 kilos. D'accord. Donc finalement, ce qui correspondait à un petit v qui vaut 10 mètres cubes par kilogramme. Voilà. Donc, bon, vous le voyez arriver, je suis en train de me préparer tranquillement un théorème des moments, puisque je cherche la composition au point C, alors qu'on me donne le volume massique de la vapeur, le volume massique donc du point C en question, et ici le volume massique du liquide. Alors le volume massique du liquide, je rappelle qu'il est quand même très très inférieur au volume massique des phases condensées. On avait vu avant que un mètre cube d'eau liquide, c'était 1 kg d'eau liquide représentait un volume de 10-3 mètres cubes. D'accord, ça, je rappelle, volume massique de l'eau liquide, c'était donc 10-3 mètres cubes pour 1 kg d'eau justement liquide. Ça c'était à 25 degrés à peu près, mais bon, on a vu que ça changeait pas beaucoup avec la température, donc en fait cette valeur elle est à peu près vraie, on va dire, quel que soit T, qui appartient à des domaines de température usuels, d'accord, pas trop folklorique. Donc finalement c'est quand même très très inférieur aux deux valeurs qu'on a là, d'accord, 10 et 25, et donc quand on va écrire le théorème des moments, je vais l'écrire comme ça. Regardez, on va simplement prendre le segment qui nous intéresse. On a un segment avec un point C dont on cherche la composition. On a ici quelque chose qui tourne pour un volume massique du liquide autour de 10-3. Ici, on a un volume massique donc de la vapeur qui est donné à 25 avec les bonnes unités, et ici on est à un volume qui est à 10. Donc on a le point C qui est là, le point L du liquide et le point V de la vapeur. Voilà nos 3 points, et donc le théorème des moments normalement me donne sans problème la masse de vapeur en C, c'est égal donc, alors c'est le théorème des segments inversés, donc pour connaître le segment vapeur, il faut que je mesure la longueur du segment liquide. Donc ça va être la longueur du segment LC sur le segment LV. Donc le segment LC il mesure à peu près 25 moins 10 moins 3, donc à peu près 25, et celui-là, LC, j'ai inversé,
LC, pardon, il mesure 10, moins 10, moins 3, donc 10, et celui-ci 25, donc on a bien à peu près 0,4 g de vapeur, et donc en complément, on a évidemment, pour le liquide, on va avoir 0,6 g. Voilà, donc une application du théorème des moments, bon, c'est pas très compliqué, hein.